Donc, bonjour à tous, je m'appelle François Dernez, donc je suis honoré d'être là ce soir. Je te remercie Eric pour notre confiance depuis plusieurs années, de m'inviter à nouveau. Je suis intervenu il y a 18 mois avec d'ailleurs une des personnes que j'ai accompagnées dans son entreprise. Il y aura le témoignage à la fin. Et je suis très content de te retrouver Gaël. Depuis même promotion, ça fait du bien de retrouver des centraliens. Alors moi dans mon cursus, quand je suis sorti de Centrale en 95, en fait j'ai fait un double diplôme à l'étranger. Ce qui m'a ouvert à la voie, parce que je suis parti aux États-Unis à l'époque, c'était assez difficile de partir dans les universités américaines. Et après, j'ai découvert Alcatel, une entreprise française. Je me suis bien épanoui et je suis allé chez General Electric. Et j'ai découvert une culture particulière, que j'appellerais pour moi inspirante, l'époque de Jack Welch, des valeurs communes partagées par un ensemble de collaborateurs, des programmes extraordinaires pour moi. Une transformation qui m'a profondément marqué. Et quand j'ai quitté General Electric, j'étais dans la partie industrielle, je suis dans la partie banque, dans la partie finance. Et puis après, je suis devenu consultant et je me suis posé cette question, je suis fasciné, mais qu'est-ce qui fait qu'une entreprise devient inspirante? Pas seulement dans l'image de marque, mais qu'est-ce qu'elle fait que l'ensemble des collaborateurs se développent, se transcendent même pour un pourquoi collectif. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui, parce que le terme d'inspiration est souvent un terme qu'on met dans l'art, qu'on ne met pas dans l'entreprise. Et je pense que ces entreprises sont vraiment inspirantes à l'image de quelques exemples que vous avez cités, comme Steve Jobs par exemple. Et je pense et je suis convaincu que chaque entreprise peut à sa manière devenir inspirante. Et c'est ce que je vais partager avec vous ce soir. Donc aujourd'hui, je suis président de l'IFCO. C'est un institut qui regroupe une trentaine d'entreprises, dont la RATP, dont Paris Aéroport, dont Thales, dont Engie, EDF, où il y a des experts en excellence opérationnelle, quel que soit le type de démarche, que ce soit du Lean, du Six Sigma, des démarches processus, de la qualité ou autre, et qui veulent, par ce biais-là, transformer leur entreprise. Et aussi, je suis membre du conseil au MEDEF pour mesurer les entreprises et auditer les entreprises sur le prix Excellence France. Donc l'année dernière, c'est L'Oréal qui a gagné ce prix-là. Cette année, c'est Bouygues Bâtiment qui a, d'une certaine manière, montré cette excellence. Donc parlons d'inspiration. Et j'aimerais partager avec vous 5 clés pour conduire à l'inspiration. La première, qui est celle de cet Américain, Stephen Covey, qui est assez connu dans le domaine du management. Il donne plusieurs clés pour les managers qui réussissent ou les gens qui réussissent de manière particulière. Et moi, je retiens particulièrement cette première clé que je mets systématiquement dans mes interventions dès le début. Passons du réactif au proactif. En d'autres termes, nous avons beaucoup plus de ressources que nous l'imaginons. Et il le constate, c'est que les personnes qui attendent de l'extérieur d'avoir les éléments pour réussir, qui se concentrent sur « je devrais avoir plus de ressources », j'attends que le gouvernement décide pour cela, que les grèves de la SNCF arrêtent, ou que ma femme ou mon mari qui s'est mal levé de lever du mauvais pied ce matin réagissent différemment, bah forcément, nous connaissons tous dans notre environnement des gens qui râlent, qui se plaignent. Est-ce qu'on a envie de travailler avec eux? Est-ce qu'on voudrait parier sur eux? Peut-être pas. Et c'est partant de cette première constatation que je me dis, mais comment est-ce qu'on va finalement travailler non pas sur notre cercle des contraintes et de se dire ce qui ne va pas, le monde qui change, les contraintes qui arrivent, les nouvelles normes, le fait que se dépasser, mais au contraire, quel est notre cercle d'influence? Comment est-ce qu'on peut se poser des questions différemment? Comment est-ce qu'on peut toucher à un pourquoi, une vision, à quelque chose qui va nous animer de l'intérieur et qui quelque part va nous permettre de nous transcender? Quelque part, comment cette motivation, qu'on va approfondir, qu'on a déjà vu, qu'on va approfondir à nouveau après, qui est plus intrinsèque à l'intérieur, va nous permettre de nous dépasser. Donc j'aime bien cette citation c'est plus qu'une citation, c'est presque une parabole de Marc Aurèle, qui nous dit « Donne-moi le courage, justement, de changer les choses que je peux changer, donc de travailler sur mon cercle d'influence, la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, mon cercle des contraintes, et surtout la sagesse de distinguer les deux, de ne pas perdre mon énergie à me focaliser sur mon cercle des contraintes, à râler, et de sentir que mon énergie, celle de mes équipes et de mon organisation baisse, pour justement me concentrer sur là où je vais pouvoir changer les choses. » Alors justement, si on approfondit là où on peut changer les choses, on retrouve ce cercle d'influence et ce cercle des contraintes dans cette vidéo de Simon Sinek que j'aime beaucoup, que je vous recommande fortement de voir si vous ne la connaissez pas. Alors c'est une vidéo de TED qui est très connue. Souvent quand je présente cette vidéo aux managers, les gens me disent « oui, oui, c'est bon, on connaît ». Ben, je leur réponds « c'est bien de connaître, c'est mieux d'incarner ». Qu'est-ce que vous faites tous les jours, dans chaque réunion, face à chaque problème pour partir de votre pourquoi? Comment est-ce que vous connectez les pourquoi de vos collaborateurs? Donc cette vidéo qui dure une vingtaine de minutes est vraiment intéressante, mais surtout souvent j'en extrais 2 minutes que je partage. Et dans cette vidéo, Simon Sinek nous dit que la plupart d'entre nous, quand nous nous présentons, quand nous parlons, nous commençons par le quoi. Tiens, voilà l'agenda de cette réunion. Tiens, je me présente, je m'appelle François Dernez, voilà ce que je fais. Au contraire, si on partait du pourquoi, de sa vocation,
ou de l'objectif de cette réunion, eh ben peut-être qu'il y aurait une autre énergie. Peut-être que l'attitude des gens changerait. Et ce changement-là, je le vis de plus en plus au quotidien dans des outils de performance, que ce soit du lean, que ce soit des outils de réunion, mais aussi dans l'attitude relationnelle avec les gens. Et quand vous approfondez, c'est ce qu'il appelle le pourquoi, comment, quoi. J'aime bien cette métaphore du tailleur de pierre. C'est l'histoire, c'est un conte au Moyen-Âge, où il y a un roi qui se promène et qui rencontre un premier tailleur de pierre qui travaille dur sur sa pierre. C'est pas celui qu'on voit ici. C'est un tailleur de pierre qui a des difficultés, qui a l'air de souffrir. Et le roi lui pose la question, mon brave, qu'est-ce que vous faites? Le tailleur de pierre, exténué, lui répond, écoutez, mon roi, vous voyez bien, je taille une pierre et c'est difficile. Le roi poursuit son chemin. Quelques mètres plus loin, il voit un autre tailleur de pierre qui a l'air un peu plus léger, qui a l'air d'apprécier un peu plus son travail, qui a l'air d'être un peu plus dans le plaisir et le bonheur au travail qu'on a cité. Le roi lui pose la même question, mais qu'est-ce que vous faites, mon brave? Le tailleur de pierre lui répond, en fait, je construis un mur. Et il montre un mur un peu plus loin où il y a des pierres qui ont été assemblées. Le roi poursuit son chemin. Et quelques mètres plus loin, il rencontre un autre tailleur de pierre, c'est celui-là, qui rayonne, qui adore faire son travail, qui est passionné. C'est comme si l'air autour de lui était inspirant, transmuté, plus brillant. Et le roi lui pose la même question, qu'est-ce que vous faites, mon brave? Le tailleur de pierre le regarde et lui dit, je bâtis une cathédrale. Et pourtant, il n'y a pas de cathédrale. La vision est déjà incarnée. Le pourquoi, la cathédrale est dans le quoi, dans la pierre. C'est-à-dire quand il fait son activité, il se connecte à cet instant précis à la cathédrale. Et c'est l'exemple que Simon Sinek décrit avec Martin Luther King, Steve Jobs, les frères Wright, qui ont filmé le premier vol habité. Ces gens-là réussissent peut-être d'une certaine manière à connecter des équipes, des organisations à ce pourquoi le plus fréquemment possible. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler pour Ariane Group, sur la fusée Ariane 6. Ils ont un sacré concurrent, qui s'appelle Elon Musk, sur SpaceX. Regardez chacune des vidéos d'Elon Musk, il commence par le pourquoi, que ce soit pour Tesla, que ce soit pour SpaceX. Il arrive à incarner ça au quotidien. Et quand vous regardez, alors Mark Zuckerberg a un peu plus mauvaise presse en ce moment, mais je vous invite, malgré cela, à aller regarder ces vidéos sur les équipes de développement. Il commence toujours par le pourquoi. Ça dure 10-15 minutes. Et c'est ça qui lui permet aux personnes qui motivent, que ce soit des développeurs, que ce soit des informaticiens, que ce soit des futurs clients, de les inspirer et de quelque part les conduire à se dépasser. Simon Sinek résume ça très bien. Les gens n'achètent pas notre quoi, ils n'achètent pas ce qu'on fait, ils achètent notre pourquoi. Ils achètent ce qui nous motive, ils achètent ce qui nous inspire, ils achètent notre énergie qu'on va mettre dedans. Et ce pourquoi, plus il va impacter dans le temps. Ariane, quand on a démarré, le pourquoi c'était, eh ben, écoutez, il y a SpaceX, on est concurrencé, Ariane 5 n'est plus compétitive, on va s'arrêter. Ça, c'est un pourquoi qui motive un petit peu au début, qui fait bouger, mais qui brûle de l'énergie et qui ne donne pas vraiment envie. Aujourd'hui, leur pourquoi, c'est de reconstruire l'industrie aérospatiale européenne pour les 30 années à venir. C'est pas la même énergie. Ça impacte beaucoup plus en termes d'espace, c'est pas juste sauver sa peau, c'est aller beaucoup plus loin. En termes de temps, sur 30 ans, on fait un lanceur par génération, et aussi en termes de personnes. C'est pas pareil de travailler, déjà c'est énorme, sur 3000 personnes au niveau d'Ariane Group, et c'est encore plus fort de travailler sur les 20 000 ou 30 000 personnes que génère l'ensemble de l'industrie aérospatiale. Ça, c'est un travail qu'il faut faire au quotidien. C'est un travail qui inspire. Donc c'est une science, la science du pourquoi. J'aimerais l'approfondir rapidement. Ça, c'est un sujet que j'ai abordé il y a 1 an et demi, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Vous avez des superbes livres qui existent sur le sujet, notamment l'intelligence émotionnelle 2.0, je vous recommande. Je vais juste résumer ce concept que Daniel Goleman, qui est assez connu dans le domaine, a bien résumé. Il dit que la performance ne vient pas du QI. Et pourtant, c'est un prérequis, le QI. Si on n'a pas le QI, on ne serait pas ingénieur aujourd'hui. On ne pourrait pas apporter. Mais la différence ne se fait pas sur le QI. La différence se fait notamment sur le quotient émotionnel, parce que le QI compte que pour 10 à 20%. Le quotient émotionnel, c'est tout ce qui va être lié à notre émotion, ce que Sophie a indiqué en termes d'intrapersonnel de connaissance de soi, mais aussi de travail sur soi, de gestion de soi, ensuite de conscience sociale, d'empathie, d'être en relation quelque part avec les autres, et après de management des autres. Quand vous approfondissez ce modèle, ces compétences internes et interpersonnelles, et non pas en termes de rationnel, de savoir-faire ou de savoir, ces compétences-là, quand Daniel Goleman les a mesurées, il a constaté que 60 à 70% de la performance d'un individu était liée à ses compétences. Alors comment les développer? Et c'est le thème en fait de la soirée. Vous pouvez travailler et apprendre des techniques de management, autant que vous voulez. Les entreprises sont très bonnes là-dedans et qui veulent vous en donner. Chez General Electric, je faisais 3 semaines par an de formation en management et en leadership. J'en ai mangé des modèles. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est telle technique qui va marcher ou telle autre technique?
En d'autres termes, est-ce que c'est le quoi ou le comment qui va marcher, ou est-ce que c'est le pourquoi? Et j'ai compris au bout d'un moment que la conscience de soi était indispensable. Ce n'est pas un but en soi, la connaissance de soi, mais c'est quelque chose qui va être utile dans le management. D'ailleurs, si je prends un exemple, mais non, je ne m'énerve pas, je m'explique. En d'autres termes, comment est-ce que je peux me gérer moi-même si je ne suis pas capable de me connaître? La conscience de soi, c'est connaître ses forces, ses limites, ses valeurs, ce qui est important pour soi. Apprendre à connaître comment on réagit par rapport aux émotions. Et du coup, dans 95% des cas, selon Daniel Goleman, on n'est pas capable de gérer ce qu'on ne connaît pas en nous. De même, je ne suis pas capable de détecter chez les autres ce qui va ou ce qui ne va pas, dans 85% des cas, parce que je ne l'ai pas détecté en moi. Le management des autres étant la conséquence de la gestion de moi-même et de la conscience des autres, dans 99% des cas, selon Daniel Goleman, si je ne travaille pas un minimum sur moi, je ne suis pas capable d'avoir un management puissant et efficace des autres, qui leur permet de grandir. Ça fait réfléchir. Donc partons en effet de la conscience de soi pour transformer l'entreprise. Allons plus loin. Dans les domaines de l'amélioration continue, qu'Eric et moi connaissons bien et partageons la même passion, l'excellence opérationnelle, il y a plusieurs méthodes et outils. Mais ces méthodes et outils, quels qu'ils soient, touchent à 4 domaines principaux, qui sont le travail sur la valeur, quelle est la valeur du point de vue du client, quelle est la valeur ajoutée qu'on va apporter, que ce soit sur notre CV, quelle est la valeur ajoutée, nos compétences, nos talents qu'on va mettre en œuvre par rapport à l'entreprise dans laquelle on va travailler, ou que ce soit par rapport à un produit ou un service qu'on va délivrer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la mise en flux. Vous faites une cartographie de processus, vous éliminez les étapes qui ont moins de valeur ajoutée, et du coup, vous êtes plus rapide dans la livraison de votre produit et de votre service. Enfin, il y a tout ce qui est tableau de performance. On met en place des indicateurs de performance, des tableaux visuels qui permettent aux équipes de se fédérer. Et enfin, on optimise l'organisation. Ça, c'est les 4 grands axes que vous allez trouver. Mais en fait, derrière chacun de ces outils, quand vous regardez les statistiques de ces démarches, de la pérennité de ces démarches, une étude qui a été faite notamment aux États-Unis, qui date peut-être de 10 ans, mais à mon avis, les ordres de grandeur sont toujours bons, 74% de ces démarches, Lean, Six Sigma, processus, au bout de 3 ans, ont 0 résultat. 74%. Okay. Et 24%, je vous laisse déduire les 2% qui restent, ont quelques résultats. Alors là, après, vous pouvez discuter. Mais quand vous regardez, ce n'est pas lié à ce type de démarche d'amélioration continue. Il en va de même si vous regardez les démarches, par exemple, de projets. Il y a pas mal de statistiques, par exemple le Standish Chaos Group, qui a sorti en 2015 une étude qui dit que de l'ordre de 60-70% des projets n'atteignent pas leurs objectifs. Je ne vais volontairement pas citer de projet ou de programme, ça ne sert à rien de fustiger, mais en fait, derrière toutes ces démarches de transformation, de mise en œuvre, il y a quelque chose au fond qui ne prend pas. Eh bien, si on regarde avec la métaphore de l'analogie de notre cerveau, nous avons tous un hémisphère gauche, analytique, rationnel, comme tu l'as cité, Sophie, et un hémisphère droit, plus intuitif, émotionnel, relationnel. Ce qui compte, ce n'est pas d'être dans un hémisphère ou dans l'autre. Les neurosciences démontrent aujourd'hui que c'est le corps calleux qui relie nos 2 hémisphères qui permet de fonctionner. Donc pourquoi vous mettriez en place qu'un hémisphère du cerveau, qu'une démarche de conseil, puisque votre cerveau fonctionne différemment? Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas les 2 en même temps? Pourquoi est-ce que lorsque vous mettez en place de la valeur du point de vue du client, vous ne travailleriez pas sur les valeurs de vos collaborateurs? Ce qui m'a marqué chez General Electric, et j'ai mis du temps à le comprendre, c'est que le recrutement, le processus de recrutement était selon les valeurs. Ce qui faisait que c'était beaucoup plus simple de s'aligner. Les prises de décision étaient selon un processus de valeurs. Et chaque année, quelque part, le fameux filtre à la Jack Welch, on disait que 10% des personnes étaient éliminées ou sortaient de l'entreprise, c'est juste parce qu'elles ne sont pas en phase et en alignement forcément avec les valeurs de l'entreprise, et c'est peut-être mieux pour ces personnes et pour l'entreprise qu'elles ne restent pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal, je suis juste en train de poser un constat là-dessus. Pareil, si vous travaillez sur les flux des processus, le flux des processus, on s'en fout, ça ne tient pas si vous n'arrivez pas à mettre les équipes qui sont à différentes étapes du processus à vraiment parler entre elles, à vraiment considérer qu'elles travaillent pour le même objectif commun, qui est la finalité de produire un service de qualité par rapport au client, et de se dépasser collectivement pour ça. Et quand on fait ce type d'outil, ça marche à partir du moment où les gens arrivent à travailler ensemble, à passer en mode de flux. Et je vais même aller plus loin. En psychologie, Csikszentmihalyi a étudié le flux psychologique, qui est un état de flux interne, qui est démontré psychologiquement, qui vous permet d'atteindre une productivité x5, plus 500% en productivité quand vous êtes en état de flux. Il y a même une étude de McKinsey qui démontre
que les PDG, sur 5000 pour plus que 5000 PDG, que les PDG interviewés constatent que 10% de leur temps, ils sont dans cet état de flux. Vous savez, c'est un état que les grands sportifs décrivent, on est en dehors de l'espace et du temps, on a l'impression que tout est fluide. Le pourquoi du flux processus, c'est de mettre les personnes en flux. On l'a tous vécu à un moment, ça a pu durer 1 minute, 5 minutes, ou plusieurs heures. Et dans ce cas-là, vos équipes surperforment. Si vous regardez le tableau de performance pour moi, c'est un cheval de Troie pour identifier collectivement les écarts, se donner une vision et un objectif concret à atteindre et être fier de cet objectif. Vous travaillez sur une dynamique d'équipe qui consiste à résoudre les écarts de ce qu'on vit. Enfin, le dernier, vous l'avez vu, travailler sur l'organisation, c'est de faire chacun des collaborateurs un tailleur de pierre qui part du pourquoi, un maître d'arts martiaux. Quand j'étais chez Louis Vuitton, à visiter leurs usines, il y a quelque chose qui m'a marqué. La fameuse procédure, le mode opératoire, le standard, quel que soit le terme que vous voulez, ils n'appellent pas ça comme ça. Elles appellent ça le beau geste. Ça veut tout dire. Elles sont fières de ce qu'elles font. Elles font un travail d'œuvre d'art. Que vous soyez dans la banque, dans l'industrie, à construire une fusée, à faire de la digitalisation, quel que soit votre secteur et votre industrie, quand vos collaborateurs touchent à ça, c'est pas la même qualité, c'est pas le même résultat, c'est pas la même inspiration que vous faites. Et je peux vous garantir, quel que soit le type de produit. Enfin, le dernier message fort que j'ai envie de passer, j'étudie depuis plusieurs années un principe scientifique. On est tous des ingénieurs, enfin la plupart d'entre nous en tout cas, passionnés par ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut limiter les individus? Et là, je vais y aller à fond, parce que je l'assume complètement ce principe. On a tous vécu ça. En effet, ça s'accélère, comme tu le dis Sophie. Et je pense que ça va continuer à s'accélérer. Les technologies font en sorte que ça s'accélère et nous imposent d'évoluer. Comme disait Héraclite, seul le changement est permanent. Donc en fait, quand on représente ça, on voit un peu comme sinusoïde, et quelque part, on passe des paliers en termes de maturité. On l'a tous vécu. Quand on a 10 ans, on est étudiant, enfin, même pas encore étudiant, on apprend à faire ses devoirs tout seul, c'est difficile. Et puis on devient étudiant, on apprend à gérer quelque part ses études. Et puis on devient stagiaire, on postule, on va l'avoir, on va pas l'avoir. Et puis on est pris dans un travail. C'est à chaque fois un saut. Mais quand vous avez fait votre premier travail, vous vous dites, ah, à 10 ans, c'était facile. Après, vous devenez manager. Vous apprenez à gérer des gens. D'abord, vous gérez une première personne, c'est difficile. J'accompagne un entrepreneur qui a une 50aine de personnes en management direct. Il y a 5 ans, quand je le voyais, il me disait oh, j'ai ce collaborateur, il y en avait 3, je disais je sais pas quoi faire, j'ose pas le virer, je sais pas comment ça va se passer. Et là, quand je lui ai demandé comment ça se passe, il m'a dit François, c'est très simple, j'ai un problème avec ce collaborateur, option 1, on se quitte, il part. Option 2, aucune émotion. Forcément, c'est important, mais il a appris à gérer ça. Et on a tous appris à gérer ça. Et quelque part, plus on monte, moins l'oscillation émotionnelle va être forte. Donc on évolue tous quelque part. Ce principe d'excellence qu'on retrouve dans toutes les démarches, on va le retrouver. Est-ce qu'on a de démarches d'excellence opérationnelle, de transformation managériale, de projets de digitalisation, tout ce que l'on veut? À quel niveau est-ce que l'on est? Et on peut regarder en arrière et se dire ah, c'est quand même pas mal, notre équipe, notre organisation a bien évolué par rapport à ça. Est-ce que notre entreprise a monté? Est-ce que moi je suis devenu un manager qui gère de plus en plus de personnes et qui arrive à gérer de plus en plus d'oscillations émotionnelles? Et j'aime bien le parallèle avec les grands musiciens ou les grands sportifs. Un grand sportif, il ne fait pas du sport une fois par semaine, une fois par an. Qui fait du sport ici? Combien de fois par semaine il faut pour vraiment s'améliorer en sport? Au moins 3 fois. Au moins 3 fois par semaine. Pour devenir un manager inspirant, combien de fois par semaine vous partez vraiment du pourquoi? C'est la même chose. L'excellence, comme le dit Aristote, c'est une habitude à ancrer. Notre système nerveux, au bout d'un moment, touche à ça, devient addict à ça. Et la colonne au centre, pour reprendre ce que tu as dit, Sophie, c'est l'inspiration ou l'intuition. C'est là où on est équilibré. Et dans cet axe-là équilibré, on est à la fois des fois gentil et des fois méchant. On est à la fois des fois une entreprise qui recrute et une entreprise qui dépoche. C'est obligatoire, quelle que soit la science que vous regardez. Si vous regardez la physique quantique, il y a des protons et des électrons, qui quand ils fusionnent donnent des photons. Si vous regardez la chimie, il y a de l'oxydation et de la réduction. Si vous regardez la physique, il y a l'action et la réaction. Et maintenant, en astrophysique, on découvre pas seulement des trous noirs, mais aussi des trous blancs. Toutes les sciences sont équilibrées, sauf peut-être certaines sciences qui touchent à l'homme. En psychologie, il faut être gentil, pas méchant. En sciences de l'organisation ou la sociologie, une entreprise doit recruter et ne doit pas débaucher. Une entreprise qui fait que recruter ne peut pas survivre.
Donc quand vous intégrez les deux côtés de ça, vous allez vers votre vocation, votre mission. Votre entreprise devient unique, à l'exemple de General Electric dans ce que j'ai pu vivre. Pour conclure, je vous invite à voir la vidéo, c'était il y a 18 mois, l'intervention d'Amin Loli, directeur général délégué de Maghreb Steel, une entreprise de 1500 personnes. C'est spectaculaire ce qu'ils ont fait, c'est lui qui le dit. Ils ont divisé par 10 en 6 mois les incidents de sécurité. Ils ont multiplié par 2 leur production en 6 mois. Donc ils ont fait une vraie transformation, ils avaient un énorme challenge, ils ont fait une vraie transformation. Une intervention aussi chez Ariane, vous pouvez voir les enjeux qu'il y a justement en termes de dynamique. Je la résume, je la fais très simple. Généralement, un lanceur, il faut 10 ans pour le construire. On a un budget de tant de milliards d'euros. Je ne donne pas exactement le prix, j'ai de la confidentialité là-dessus. Eh bien, vous divisez par 2 le délai, vous divisez par 2 le budget, vous divisez par 2 le coût de la fusée, c'est leur challenge. Et vous mettez en plus Elon Musk qui s'amuse à envoyer des fusées qui reviennent, qui leur met une sacrée pression. Mais c'est possible qu'ils y arrivent. C'est pas simple. Se dépasser au quotidien, c'est pas simple. Et en fait, l'IFCO, si vous êtes passionné par l'excellence opérationnelle, bienvenue à l'IFCO. Au MEDEF, on travaille avec eux et la FQP pour justement développer, au travers de l'excellence opérationnelle, comment rendre nos entreprises françaises et internationales inspirantes. Merci.